Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur les chaînes parlementaires. Vous êtes en direct et si vous nous rejoignez, eh bien j'aimerais vous montrer cette image. Si vous avez manqué cette journée importante dans l'histoire de la République, c'est celle-ci. Il faisait soleil dans la cour de l'Élysée. C'est François Hollande qui rejoint Nicolas Sarkozy, donc l'ancien président de la République. Les deux hommes vont rejoindre le perron, c'est une tradition. On va échanger quelques mots pour les photographes, se serrer la main. Voilà. Et ensuite s'isoler pour quelques longues minutes importantes où les deux hommes vont se parler des dossiers, dit-on, sensibles. Vous êtes en direct sur la chaîne. On va revenir sur cette longue journée, vous qui l'avez peut-être ratée, vous qui ne l'avez pas suivie. Journée d'une très grande intensité, évidemment pour François Hollande, le 7e président de la 5e République. On va en parler. Une journée avec, j'allais dire, deux mots. J'avais préparé ces deux mots il y a quelques heures, et puis maintenant c'est trois. Deux mots, c'était bain de foule. Pluie, car il a beaucoup plu sur Paris. François Hollande a affronté les intempéries. Puis un troisième, c'est coup de foudre, parce qu'il s'est passé une chose incroyable il y a quelques minutes. François Hollande, et on en parlera, qui se dirigeait vers Berlin, car vous le savez, il partait pour Berlin à l'issue de sa passation de pouvoir. Et bien l'avion de François Hollande a été touché par la foudre et il a fait demi-tour. On va en parler dans quelques instants. Et puis on viendra évidemment sur tout ce qui s'est dit côté François Hollande, mais aussi parmi les personnalités qui étaient présentes, tant à l'Élysée qu'à l'Hôtel de Ville, parce qu'il est allé à l'Hôtel de Ville. Avec nous, Alain Bergogneau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, auteur de plusieurs ouvrages sur le socialisme, sur le syndicalisme français européen. Ce dernier livre, au cœur de l'actualité, je le montre, le socialisme à l'épreuve du capitalisme, c'est la Fondation Jean Jaurès, édition Fayard. Évidemment, c'est un sujet important dans l'actualité. Je présente, il vient de sortir, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, parce que le mot croissance sera peut-être évoqué, en tout cas la définition qu'on donne au mot croissance avec Angela Merkel. À vos côtés, Roland Quérol, bonsoir, politologue, directeur du CETAN. Tenez enfin vos promesses, c'est votre dernier livre chez Fayard. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Face à vous, Denis Jambard, bonsoir. Journaliste, éditorialiste, auteur de ce documentaire, il est sorti il y a quelques jours, diffusé lundi dernier, si je ne m'abuse, François Hollande, comment devenir président. Il est président depuis quelques heures maintenant. Puis à vos côtés, Jean-Daniel Lévy, bonsoir. Bonsoir. Directeur de l'Institut Harris Interactive. Alors, beaucoup d'études d'opinion, évidemment, mais on reviendra sur celle-ci. Elle est toute fraîche concernant la relation maritale, enfin la relation que François Hollande entretient avec Valérie Trierweiler. Ils ne sont pas mariés et vous avez sondé l'opinion. Intéressant, justement, de suivre évidemment les personnes sondées. Avant de revenir sur cette folle journée de François Hollande, j'aimerais vous montrer cette information parce qu'il y avait une autre information importante. Le suspense est tombé. Nous connaissons ce soir le nom du prochain Premier ministre, le Premier ministre de François Hollande. Regardez ce qui s'est passé sur le perron de l'Élysée en quelques secondes, à 16h, 16h30 d'ailleurs, plus tard que prévu, nous avons entendu le nom du Premier ministre. Regardez. Voilà, mesdames et messieurs, le président de la République a nommé M. Jean-Marc Ayrault Premier ministre et l'a chargé de former le nouveau gouvernement. Et je vous remercie. Voilà, alors, pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes en direct sur les chaînes parlementaires, c'est Pierre-René Lemas, ancien préfet qui était le chef de cabinet du président du Sénat, qui était aux côtés aussi du maire de Paris. Un petit mot d'abord, parce que c'est important, cette information est importante, c'est Jean-Marc Ayrault. Il y a eu quelques polémiques il y a quelques jours concernant Jean-Marc Ayrault. Alain Bergogneau, vous pensez que c'est le meilleur homme au meilleur endroit ? Je crois que c'est un choix marqué par le sceau de la raison et puis en même temps les affinités, parce que Jean-Marc Ayrault a une très grande expérience parlementaire. Bien sûr, les Français le connaissent surtout comme étant maire de Nantes depuis une vingtaine d'années, mais son expérience parlementaire est très importante parce que dans un parti politique, celui ou celle qui dirige le groupe à l'Assemblée nationale, à la fois en période de pouvoir, en période d'opposition, joue un rôle majeur. Donc Jean-Marc Ayrault a cette expérience-là et en même temps, il est tout à fait représentatif des élites qui ont adhéré au Parti socialiste dans les années 70, venus de la jeunesse agricole chrétienne, passés par la houlette de Jean Poprenne et du poprennisme. Donc c'est un courant en PS, pour ceux qui... Oui, c'est un courant, c'est une structure de pensée et avec une attention, et on verra évidemment dans les futures négociations sociales, mais avec une attention à la démocratie sociale. Donc Jean-Marc Ayrault, même si le terme est complexe et s'applique pas très bien à la France, c'est ce qui
représente le plus, par ses expériences, la social-démocratie, à la fois municipale, mais aussi une attention aux partenaires sociaux. Donc c'est un choix qui est tout à fait de raison. Roland Quérol, sur ce plateau, il y a quelques jours, on avait évoqué cette polémique, cette affaire qui datait de 97, ces 6 mois de prison avec sursis sur des appels d'offres. Bref, la droite a déjà attaqué, d'ailleurs, dès sa nomination. Vous êtes surpris de ce choix ou vous dites finalement il a choisi, voilà, Jean-Marc Ayrault sans surprise? Non, voilà, c'est vraiment sans surprise. À tout ce que vient de dire Alain, avec qui je suis d'accord, je crois qu'on peut ajouter que c'est un Premier ministre qui ne fera pas d'ombre à François Hollande. C'est pas quelqu'un qui a l'aspiration à devenir calife à la place du calife. Il s'assumera pleinement comme le numéro 2 de François Hollande. Vous pensez à Martine Aubry, le risque qu'il y avait avec Martine Aubry? Par exemple, et je pense à des exemples du passé. Je ne crois pas qu'il sera victime de ce syndrome-là, lui. Ensuite, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre Hollande et lui. Ils sont vraiment profondément en accord sur la vision de la politique, du compromis pour régler les problèmes de société. Voilà. Je crois que c'est quelqu'un qui est très hollandais, profondément. Ça a été un très grand maire. C'est un des maires qui ont changé leur ville de façon assez spectaculaire, un type qui sait gérer. Il appartient non seulement au courant popréniste, mais au courant sérieux de la politique française. C'est un sérieux. Il fait sérieux, hein, Jean-Marc Ayrault fait sérieux. J'ai vu Popren rire souvent. Jean-Marc Ayrault, que j'ai côtoyé pas mal comme sondeur, y compris dans sa bonne ville. Voilà, il rit pas beaucoup. Hein. C'est pas le genre de type à qui même ses copains tapent sur le bide, hein, si vous me passez l'expression. Voilà, on va avoir une gestion sérieuse des affaires sérieuses, mais après tout, on est dans une période de crise et je crois que ça correspond à l'ère du temps. Cette affaire, cette petite affaire, peut gêner Jean-Marc Ayrault dans le début comme ça de ses prises de fonction, où c'est un épiphénomène lancé par la droite, dit-on? La droite l'exploite naturellement dans la perspective des élections législatives et puis on passera à autre chose, d'autant que normalement on n'a pas le droit d'en parler, puisqu'on pourrait être attaqué pour évoquer des faits qui désormais sont retirés du casier judiciaire. Jean-Daniel, je vais vous montrer ce... Pardon, je voudrais simplement ajouter un mot. Oui, parce que je trouve que c'est une nomination qui est très cohérente. Alors on peut commenter ça après coup, mais c'est dans la tradition de la Ve République. C'est-à-dire avant, donc ça va. Oui, voilà, ça va. Oui, c'est au fond, en général, on nomme le premier ministre et disons dans le courant de la campagne présidentielle. Et quand on rappelle que c'est un social-démocrate, il faut souligner que François Hollande, depuis 25 ans, est un social-démocrate. Je renvoie toujours à sa fameux texte « Pour être moderne, soyons démocrates » de 1984. Au fond, c'est extrêmement cohérent. Le seul cas qu'on connaisse dans la Ve République qui est un pas de côté par rapport à ce que représentait la campagne, c'est Alain Juppé. Le courant qui portait Jacques Chirac aurait dû le conduire à nommer Philippe Séguin. Ça a conduit à ce qu'on sait, c'est-à-dire à la dissolution de 97 et après. Jean-Daniel Lévy, un petit mot, parce que j'ai le portrait de Jean-Marc Ayrault qui est prêt, comme on dit, j'aimerais vous le montrer, parce qu'il y a des images, vous allez voir, assez drôles. Un petit mot. D'une part, on peut voir que on dit parfois que les responsables politiques suivent l'opinion, ont les yeux rivés sur les sondages. Là, en l'espèce, François Hollande ne l'a pas eu. Hein, parce que quand on demandait aux Français quel est le Premier ministre que vous souhaitez, aussi bien les Français que les sympathisants de gauche et a fortiori les sympathisants socialistes, il n'arrivait pas en tête et c'était Martine Aubry qui arrivait en tête. Général de Gaulle n'avait pas les yeux rivés sur les sondages en nommant Michel Debré. Probablement, mais en tout cas, voilà, ça donne déjà une première indication, c'est que on s'interroge parfois. Voilà, on s'interroge parfois sur le rôle des sondages. Il ne décide pas avec uniquement les sondages comme... En tout cas, en l'espèce, on a vu qu'il y avait une forme de demande, ou en tout cas d'attente qui était exprimée de la part des Français, peut-être également parce que Martine Aubry était plus identifiée, peut-être parce qu'elle était plus connue, peut-être parce qu'elle arrivait à véhiculer un certain nombre de valeurs traditionnelles de la gauche de manière un peu plus forte que ce que pouvait faire Jean-Marc Ayrault. Mais dans ce contexte-là, on voit bien qu'il y a eu un premier type de regard qui était plus un regard à caractère politique qu'un regard à caractère d'opinion, en tout cas dans un premier temps. Et puis le deuxième aspect, on peut peut-être rappeler également au tableau qui a été dressé concernant Jean-Marc Ayrault qu'il s'agit d'un des maires qui est systématiquement le mieux élu en France. En 1995, en 2001, en 2008, c'est un des maires qui a été élu au premier tour, et à chaque fois, pas de justesse, mais entre 55 et 58% des voix. C'est loin d'être négligeable, et dans ce type de gestion, dans ce type de rapport au pouvoir, l'usure de pouvoir, lui, ne l'a pas touché. Alors, messieurs, regardez ce portrait. Qui est Jean-Marc Ayrault? Parce qu'il est un peu moins connu, vous le disiez, que Martine Aubry. Maire de Nantes, il a été aussi, vous allez le voir, dans ce sujet, dans ce portrait concocté par Chloé Buffard, il a été professeur d'allemand. Regardez, c'est Jean-Marc Ayrault, son portrait. 15 ans qu'ils sont côte à côte à l'Assemblée nationale. Jean-Marc Ayrault est un fidèle de François Hollande. Pendant la campagne, il est nommé conseiller spécial du candidat. Mes liens avec Jean-Marc sont connus
et remonte à loin. Et j'apprécie ce qu'il fait comme président du groupe, je le dirai ce soir, depuis bientôt 15 ans, vous vous rendez compte. 1971, Jean-Marc Ayrault adhère au Parti socialiste. 5 ans plus tard, ce jeune professeur d'allemand est élu maire de Saint-Herblain. Un physique de jeune premier romantique, à 27 ans, Jean-Marc Ayrault est le plus jeune maire des grandes communes de France. Jean-Marc Ayrault, est-ce que comme beaucoup, vous êtes venu à la politique sur les bancs d'une école comme celle-là? Oui, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, effectivement, mon premier engagement politique, je l'ai connu en mai 1968. Et en mai 1968, j'étais lycéen, j'étais en classe terminale. Mais c'est à Nantes, ville qu'il dirige depuis 1989, qu'il s'implante durablement. Je ne suis pas né à Nantes, mais ma mère est nantaise. Ses parents étaient du Morbihan, donc comme beaucoup de Nantais venant du cœur de la Bretagne, venus chercher ici du travail. Et donc j'ai fait mes études universitaires ici à Nantes, donc cette ville je la sens, si vous voulez. En 1986, il fait son entrée à l'Assemblée et en 1997, soutenu par Lionel Jospin, il devient président du groupe socialiste, un poste qu'il a occupé jusqu'à maintenant. Bien. Alors, merci. Qu'allez-vous faire, monsieur le Premier ministre, pour mettre un terme à cette situation et remettre enfin la République à l'endroit? Homme de consensus, ses détracteurs lui reprochent son manque de charisme, mais son expérience du terrain et sa connaissance de l'Allemagne pourraient être des atouts précieux à Matignon. Alors, Francis est avec nous, c'est notre sentinelle citoyenne. Pour ceux qui viennent régulièrement sur ce plateau, vous connaissez la formule. Francis est en direct devant sa web caméra et c'est une nouvelle sentinelle. Je la salue et je la remercie. Francis, faites partie de ceux qui, dans les sondages, si vous aviez été sondé, étiez plus favorable à Martine Aubry, ou vous donniez votre confiance à Jean-Marc Ayrault en tant que citoyen, ou à personne, ou à aucun des deux, d'ailleurs? J'aurais éventuellement pu avoir une préférence pour Martine Aubry, mais c'est peut-être parce que c'est une femme, tout simplement. Mais sinon, je suis plutôt ravi d'entendre une ambiance où il y a finalement assez une entente sur la raison, et les gens ont l'air d'être là pour faire du travail, pour réfléchir, pour être assez objectif. Et donc, comme on passe une transition où il y avait une personnalité assez forte qui s'exprimait de façon un peu hyperactive, eh bien, moi, je suis quelqu'un qui apprécie, du coup, tout ce dont vous avez décrit depuis le début de l'émission, c'est-à-dire, voilà, cette idée un petit peu très raisonnable, mais j'attribue une grande qualité à ce genre de choses. Donc, la nomination de Jean-Marc Ayrault, elle me semble coller à ça. Et voilà, je reste assez objectif là-dessus. Je connais un petit peu le personnage parce que je m'intéresse à la politique. Et d'ailleurs, je sais aussi un petit peu son passif judiciaire. Et on peut être que raisonnable là-dessus, éventuellement, et ne pas s'en tenir simplement aux énoncés. Voilà, et voir quelle était la teneur des choses. Merci Francis. Vous restez avec nous parce que vous êtes en direct et vous allez revenir. Et vous êtes par ailleurs, si vous nous rejoignez, en direct sur les chaînes parlementaires pour revenir sur cette journée d'une très grande intensité, évidemment. Je vous ai vu sourire un tout petit peu. On entend un internaute qui dit, bon voilà, avec le style précédent, d'agitation, là on revient à quelque chose de plus sérieux, on revient à des classiques, avec des gens qui veulent travailler. Je vous ai vu esquisser un petit sourire. Non, c'était un sourire d'approbation, parce que je crois que maintenant, si on élargit un petit peu, Jean-Marc Ayrault est à l'image de cette journée. C'est-à-dire que c'est une journée, on n'emploie plus le mot, évidemment. Pluvieuse, vous voulez dire? Parce qu'il a beaucoup plu. Non, mais c'est pour avoir un trait d'humour. On n'a pas, oui, mais la pluie et le beau temps, ça, c'est des choses qui ne dépendent pas du président de la République. Ce qui s'est passé, c'est quand même, le mot n'a pas été utilisé parce il est un mot terriblement usé, mais c'est une volonté de la part de François Hollande d'une rupture de style dans l'exercice et dans la manifestation du pouvoir. C'est-à-dire avec la volonté de rééquilibrer les pouvoirs entre présidence, Premier ministre, Assemblée, et puis un style dans le fond, qu'on a vu toute la journée, et dans les discours aussi, de sobriété républicaine. Et de proximité aussi. Et de proximité, de sobriété. Et c'est très. Et si on voit un peu, tout le monde sait, François Hollande l'a dit, que la tâche est difficile, que la période est grave. Mais on ne voit qu'on pourra s'en sortir, et qu'il ne pourra s'en sortir que par des actes de confiance vis-à-vis de ces fameux corps intermédiaires qui ont été si méprisés, si critiqués dans la campagne par Nicolas Sarkozy, et les élus
dont Jean-Marc Ayrault représente la quintessence du grand élu régional et municipal, doivent jouer un rôle aujourd'hui majeur. C'est-à-dire que c'est pas l'État tout seul, c'est pas le président tout seul qui pourra trouver toutes les solutions. C'est le Parlement, mais aussi le Premier ministre. C'est le style de la journée un peu. Denis Jean-Marc, Roland Quayrol et Jean-Noël Lévy, qu'est-ce qui se dessine pour ceux qui nous regardent, puisqu'on a entendu cet internaute qui finalement donnait un peu le là en disant voilà, on change de rythme, on change d'ambiance. Qu'est-ce qui va se dessiner selon vous? Je crois qu'on a une journée qui annonce bien que on a pris des postures qui sont le résultat d'une analyse politique, quoi. On se dit, il faut, après 5 ans d'électricité dans l'air, les gens ont besoin d'apaisement, de tranquillité nationale. C'était d'ailleurs tout le calcul de la campagne électorale. Voilà, c'est dans le droit fil de ce qu'il a dit pendant toute sa campagne. Dans son style, effectivement. Voilà, donc c'est l'exact contraire de ce qu'aurait fait Sarkozy. On a le sentiment qu'on a pris, comme dans un cliché photographique, on a pris et on l'a renversé, quoi. Et c'était très bien maîtrisé. Et c'est aussi cette idée, je pense qu'il y a la crise. C'est pas seulement qu'on a eu les 5 ans électriques, c'est qu'il y a la crise et que les gens n'ont pas envie de spectacle politique là-dedans, mais d'une équipe qui essaye de s'attaquer à la crise pour essayer, comme on redit de plus en plus, de nous en sortir, quoi. Ça sera sérieux en tout cas. Et donc voilà, je crois que c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'on installe une équipe sérieuse qui va travailler, qui va négocier avec les Allemands, qui va prendre le dossier européen sur le fond. Voilà, je crois qu'on va se méfier des écarts de communication. Vous êtes d'accord, Denis Jean-Marc? Je suis d'accord là-dessus. C'est pas que cosmétique, excusez-moi, c'est pas que de la com parce non que plus. François Hollande est quelqu'un qui est dans la rationalité. La question qui va lui être posée très vite, à mon avis, c'est est-ce qu'il est capable néanmoins d'offrir une vision qui dépasse un peu cette rationalité, et notamment sur les questions européennes. Parce qu'on peut avoir beaucoup de réponses techniques, et on voit bien, on va sans doute en parler, le débat qui s'engage avec Angela Merkel, mais la situation est aujourd'hui tellement critique. On est vraiment à un moment où tout peut se détricoter avec l'affaire grecque, qu'on a vraiment envie que quelqu'un ouvre une perspective. Et personnage nouveau sur la scène européenne, il me semble que François Hollande va devoir tenir ce rôle. Et la question qu'on peut se poser à son sujet, c'est en est-il capable? Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Noël Lévy? Oui, tout à fait. Mais il y a effectivement un regard qui est un regard grave, et puis en même temps, il y a des signes où il cherche à prendre un peu de hauteur par rapport à ce que pouvait être Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy avait indiqué qu'il serait un président de la République de l'efficacité. Ça n'a pas tout à fait, les résultats n'ont pas tout à fait été atteints selon les Français, mais il y avait également une critique à l'égard de Nicolas Sarkozy, c'est quel message pour la France va-t-il au final nous exprimer? Et on a bien vu qu'aujourd'hui, à travers les symboles qu'il a voulu mettre en avant, Jules Ferry d'un côté, Marie Curie de l'autre, il donne à voir pour partie également de ce que peut être pour le regard qu'il va porter à l'égard de la France, en disant que la recherche est une dimension importante, le regard à l'égard de l'éducation également, même s'il a cherché très vite à déminer le regard à l'égard d'un des discours de Jules Ferry sur la colonisation, mais en disant que dans la suite logique de ce qui avait été sa campagne présidentielle, la place de la jeunesse, l'investissement également dans la recherche, et faire en sorte qu'il y ait une implication de la part des Français, qui soit une implication parfois désintéressée, et pas forcément en cherchant un retour sur investissement à caractère pécunier. Il y avait cette forme de prise de hauteur qu'il a cherché à faire, et qu'il a aussi entré en cohérence avec ce qu'il avait indiqué dans le cadre de sa campagne présidentielle. Alors, est-ce que vous me laisseriez Roland Quayrol, un petit mot et quelques images, parce que j'aimerais vous montrer des images. Parce que moi, il me semble, moi là où j'attends volontiers Hollande, c'est dans sa capacité à réenchanter le rêve européen. C'est-à-dire que il avait dit français, il voulait dire le modèle social. Mais voilà, parce qu'on est le seul pays d'Europe où l'offre politique pro-européenne, défendant l'idée de l'Europe comme un des moyens de réponse à la crise, elle n'existe pas. Elle n'a pas été là dans cette campagne électorale, et même lui ne l'a pas vraiment portée. Et je crois que là, il faut nous expliquer que c'est pas seulement qu'on va négocier avec des gens qui nous en veulent. Voilà, c'est pas seulement la croissance. C'est que aussi il y a une idée européenne qui vaut peut-être le coup d'être en effet réenchantée. Un réenchantement. Retour à 10h parce que la journée va être longue, puisque nous sommes en direct et François Hollande a atterri enfin, j'allais dire, à Berlin, après avoir fait un retour à Villacoublay pour changer d'avion après la foudre. Il est arrivé à Berlin. Il va donc se dire des choses avec Angela Merkel. C'est une rencontre importante, évidemment, qu'on va commenter. Mais d'abord, retour, il était 10h du matin. La journée commençait pour François Hollande, une journée importante, la folle journée de François Hollande que nous raconte Ahmed Tazir. Regardez. À 10h pile, le nouveau président arrive à l'heure au palais de l'Élysée. Il a rapidement serré la main de Nicolas Sarkozy et les deux hommes ont posé brièvement sur le perron, sobrement, sans un sourire.
Un peu plus tôt, Valérie Trierweiler, la compagne du président, est accueillie par Carla Bruni, l'ex-première dame de France. Des personnalités arrivent, comme ici Jean-Marc Ayrault, le nouveau Premier ministre, mais l'annonce officielle interviendra quelques heures plus tard. Président entrant et président sortant se rendent dans le Salon Doré, le bureau de Nicolas Sarkozy, donnant sur le jardin de l'Élysée. C'est là que ce dernier a remis les codes de l'arme nucléaire au nouveau président. Les deux hommes ont finalement quitté le salon 36 minutes après leur entrée. Nicolas Sarkozy quitte l'Élysée main dans la main avec Carla Bruni sous les applaudissements du personnel. À l'extérieur, les militants UMP saluent le président sortant. Merci de tout ce qu'il a fait. C'est notre président. Et ça restera mon président de cœur et le président que je respecte. Côté intérieur, François Hollande reçoit la Grande Croix de la Légion d'honneur de la part du général Jean-Louis Georgelin, puis il est officiellement investi par le président du Conseil constitutionnel. François Hollande reçoit le collier de grand maître de la Légion d'honneur, symbole de la présidence de la République, et déclame ses premiers mots de président investi. Le pays a besoin d'apaisement, de réconciliation, de rassemblement. C'est le rôle du président de la République d'y contribuer. Faire vivre ensemble tous les Français, sans distinction, d'origine, de parcours, de lieu, de résidence, autour des mêmes valeurs, celles de la République. Tel est mon impérieux devoir. À la terrasse du jardin de l'Élysée, il reçoit les honneurs militaires. François Hollande est désormais le chef des armées, marseillaise et tir de canon. Direction ensuite l'Arc de Triomphe. Malgré la pluie, le 7e président de la République remonte toute l'avenue des Champs-Élysées, debout dans sa présidentielle de voiture, une Citroën DS5 décapotable. Les badauds ont tenu à être présents coûte que coûte. Pour le soutenir, parce qu'il est dans de beaux draps maintenant pour 5 ans et il faut qu'il tienne bon et qu'il change tout. Enfin, il change pas tout mais qu'il tienne la France hors de l'eau justement. Et... On attend le changement, on attend qu'il renégocie le traité avec Madame Merkel. En attendant le changement, François Hollande rallume la flamme sur la tombe du soldat inconnu. La cérémonie est solennelle. Malgré le mauvais temps, le président Hollande est resté stoïque. Alain Bergogneau, au-delà, je disais, c'est important l'élément pluie, parce qu'effectivement, il est rentré dans la DS et il a pris une terrible averse. Comment vous regardez cette journée, vous, Alain Bergogneau? On a vu beaucoup d'émotions pendant l'événement, lors des interviews des personnes. Vous étiez ému, vous, de voir François Hollande? Oui, en tant que militant, j'étais évidemment ému, parce que quand même, ça faisait quand même plusieurs décennies qu'on n'avait pas eu la chance d'avoir cette élection, parce que ça signifie quand même beaucoup. C'est quand même la justification en France, c'est comme ça. On peut avoir des succès aux élections locales, même aux élections sénatoriales, mais tant qu'il n'y a pas cette victoire, on sait très bien qu'il n'y a aucune chance. On ne sait pas si on y arrivera, bien sûr, ou si François Hollande, effectivement, aura la capacité de se dépasser pour y arriver, pour faire un véritable changement démocratique et social. Mais sans cette élection, il n'y a aucune possibilité de le faire. Donc il y a une double émotion, là aussi, l'émotion du cœur et l'émotion de la raison, parce que maintenant, comme disait la fameuse phrase qui a été tant citée de 1936, enfin les difficultés commencent. C'est maintenant qu'il faut les prendre à bras-le-corps. Et à la différence, effectivement, on en reparlera, de 1936, là, il faut à la fois, c'est les difficultés de la France et les difficultés de l'Europe. Et nous, on a tendance à penser que la solution ne viendra que des deux côtés, quoi. Il faut des solutions pour la France et des solutions pour l'Europe. Et c'est un enjeu historique majeur. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on n'est pas en 1981 et on est dans une période nouvelle. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. François Hollande, comment vous l'avez regardé? Parce qu'on a beaucoup commenté son parcours, des primaires, de cette campagne qui a démarré il y a plus d'1 an et demi, de sa victoire aux primaires, de ce parcours, de cette campagne. Comment vous regardez ce François Hollande comme ça, là, qui remonte les Champs-Élysées, devenu président? Je me suis demandé s'il en faisait beaucoup, quoi, pour nous montrer qu'il était quelqu'un de sérieux et qui ne faisait pas comme Sarkozy, s'il ne surjouait pas un tout petit peu. Et au fur et à mesure que la journée s'écoulait, je me disais qu'au fond, il changeait, qu'on avait déjà vu ça pendant la campagne. Mais au début, ça se voyait qu'il avait décidé de changer. Voilà, il jouait un personnage quasi présidentiel. On ne reconnaissait plus notre Hollande familier, quoi. Et je crois qu'au fur et à mesure que les semaines passent, et puis là,
il joue pas à avoir la fonction, il l'a. Je crois qu'il devient ça et qu'on ne reconnaîtra de moins en moins le Hollande d'avant et que c'est intéressant. C'était de la pure psychologie et pas seulement de la politique, mais je crois qu'il se passe quelque chose chez cet homme qui change. Parce qu'il y a des éléments traditionnels, effectivement. Ce qui est très intéressant, c'est par rapport à 2007. 2007, l'homme Sarkozy n'a pas voulu changer. Il a pensé que la fonction pouvait changer et s'adapter à sa personnalité et donc rénover la fonction ou la modifier. Il a échoué de ce point de vue. Là, c'est l'inverse. Là, il rentre dans là, je pense qu'il rentre dans la fonction, mais c'est que l'aboutissement d'un chemin. Moi, je l'ai filmé, donc nous l'avons filmé avec Stéphanie Caïm pendant un an, un peu plus d'un an, 14 mois, et on l'a vu au cours de ces 14 mois changer. Au début, c'était un candidat à la primaire qui devait affronter Dominique Strauss-Kahn, et même physiquement, c'était intéressant. Il venait dans les interviews, il n'avait pas sa veste, vous voyez, il était... Et puis petit à petit, on a vu se transformer physiquement l'homme, la posture. Entrer dans le costume, là, en termes figurés. Entrer dans le costume, mais même être habité par son destin. C'est pas des grands mots, c'est pas grandiloquent de le dire, parce qu'il faut quand même imaginer... Au début du film, moi je trouve qu'il est très touchant parce que c'est juste après une fête de la Rose et il est dans la voiture le soir, il rentre sur Paris et il dit... C'est quand même quelque chose d'être désigné par les Français. Et tout d'un coup, il y a une... Parce que cet homme qui est très fermé, qui ne montre rien, il y a quelque chose qui s'ouvre et on sent qu'il mesure, au fond, le parcours qu'il va faire et la fonction qu'il espère occuper et qu'il occupe aujourd'hui. D'ailleurs, on verra des images de l'hôtel de ville où il y a une petite émotion, enfin une petite... La voix s'est un petit peu éraillée. Jean-Daniel, comment vous le regardez, François Hollande, président? Comment les Français le regardaient. Nous, on a été assez surpris de voir la disparition d'un terme qui était accolé à François Hollande. C'était le terme manque de charisme. C'est-à-dire que quand on interrogeait les Français il y a un an sur François Hollande, un des premiers termes qui ressortait, c'est son absence totale de charisme. En tout cas, c'était la manière dont il pouvait le décrire. Et ce terme-là a quasiment été gommé des représentations. Et avec la perception, notamment en fait depuis le 16 octobre dernier, c'est-à-dire le moment où il a été désigné à l'issue de la primaire, qu'il s'était densifié. Au moment où on interrogeait également ces Français, à l'issue notamment de la primaire, il y avait un petit doute sur sa capacité à pouvoir être un bon président de la République. Indéniablement, il apparaissait comme étant celui qui était le plus anti-sarkozyste et le plus capable de battre Nicolas Sarkozy. Au fur et à mesure de la campagne réelle, c'est-à-dire le moment où il était plus confronté uniquement au candidat socialiste, mais où il était en regard direct avec les Français, une forme d'évolution et de regard paroxystique, ou en tout cas l'évolution paroxystique, c'est au moment du débat, où il y a des personnes qui étaient à droite, sur l'échiquier politique, qui disaient de toute façon on votera jamais pour François Hollande. Mais on a le sentiment qu'au cours de ce débat, il a montré qu'il était capable d'être calme, que Nicolas Sarkozy a été très bon et que François Hollande étant bon face à un Nicolas Sarkozy bon, il le rehaussait quelque peu. La capacité à pouvoir... Donc ce débat a eu un rôle important. Alors, pas forcément un rôle en termes de comportement électoral, mais en termes de modification, de structure d'image de François Hollande. Ça, c'est un point qu'il faut mettre au crédit de François Hollande. Jean-Daniel Lévy, je vais vous montrer cette image parce que voilà, je veux avoir un petit commentaire. Alors, vous allez me dire c'est une anecdote, mais c'est une image importante parce qu'elle montre aussi le changement de mœurs. Regardez, voilà, c'est assez rare puisque d'habitude les présidents se saluent seuls, mais là, il y avait les futures et anciennes premières dames, Carla Bruni qui va partir avec son mari. Alors voilà, on échange quelques mots, ça c'est nouveau. Voilà, on se salue, on s'embrasse même, et puis on attend son épouse pour descendre les marches, la main dans la main. Voilà, cette image, elle est teintée comme ça de modernisme. Vous êtes d'accord, Alain Bergogneau? C'est la nouveauté de la journée, si on est clair et si on a un regard historique sur hormis les différentes... la foudre, excusez-moi, ça fait de trait, parce que c'est quand même un sur les différentes passations de pouvoir, c'est la nouveauté. C'est la place de la femme, des compagnes et des épouses. Et bon, parce qu'on a une journée, on le disait les uns les autres en des termes voisins, c'est une journée en fait de républicaine, quoi, de tradition républicaine, respectée dans ses symboles, dans le discours. Mais là, il y a quelque chose, de neuf. Bon, c'est un élément de modernité et il faut y voir aussi cette volonté de parité. Roland Garros n'est pas convaincu. Non, mais il faut y voir cette volonté de parité. Et je crois que, comme on le disait tout à l'heure, c'est à la fois, ça a été un peu pensé, à la fois du côté de Nicolas Sarkozy et du côté de François Hollande, et puis en même temps, c'est quelque chose qui s'impose et qui est vécu. Denis Jean-Bert, on parlera du sondage, il y a un sondage. C'est-à-dire le salut que traditionnellement fait le nouveau président à tous les personnes invitées à l'Élysée, notamment les représentants des corps constitués. Et là, pour la première fois, on a vu la compagne serrer les mains. Ça, franchement, c'est une rupture dans la tradition républicaine. Alors, on peut juger ça bien, mal, etc. Ça, chaque moderne ou pas. Mais c'est
à mon avis, une véritable américanisation de la vie politique française. Ça se pratique. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou mal. Hein. Je vois que Roland est très sceptique. Mais c'est vrai que ça n'est pas du tout dans la tradition française parce qu'elle n'est pas élue. C'est François Hollande qui est élu. Et donc, peut-être faudrait-il enfin redéfinir ce statut qui n'existe pas. Elle a dit d'ailleurs, la compagne de François Hollande, en disant voilà, je ne peux pas être première dame, mais il faut dire qu'aux États-Unis, ça se passe comme ça. Roland Garros, vous n'êtes pas convaincu. On avait dit Sarkozy l'américain, peut-être qu'on va dire Hollande. Elle a même dit qu'il faut y réfléchir. Absolument. Elle a même dit qu'elle voulait garder son métier de journaliste. Et ce qui m'embête, c'est ce mélange. On ne peut pas à la fois saluer les corps constitués et aller faire du journalisme. Elle peut pas être dedans et dehors, ce que vous voulez dire. Oui, c'est pas possible. Je vous avoue que moi, personnellement, je trouve que le respect du suffrage universel, c'est ceux qui sont élus qui exercent les fonctions, et que le reste, cette pâture permanente des médias, je m'en passerais volontiers. Je trouverais tout à fait normal que cette femme, à condition qu'elle ne fasse pas du journalisme politique, retourne au journalisme. Parce qu'elle ne le fait plus depuis quelque temps. Elle ne fait plus, voilà, elle fait du journalisme culturel. Moi, je trouverais ça très bien qu'elle continue. Mais elle ne peut pas être à la fois à l'Élysée et en même temps à l'extérieur à faire des papiers. Ça me paraît difficile. Effectivement, c'est une situation un peu grand écart. Jean-Daniel Lévy, je vais juste présenter ce sondage parce que pour le coup, il est à risque interactif pour VSD. Regardez, voilà. Pensez-vous que François Hollande et Valérie Trierweiler doivent confirmer leur relation par un mariage? Et 79% des personnes interrogées n'y accordent pas d'importance et 18% y accordent de l'importance. Bref, en un mot, tout le monde s'en fiche un peu, quoi. C'est normal, c'est la société française. Non, mais d'accord, mais c'est pour ça qu'en fait, moi, je rebondis un petit peu sur le terme modernité, parce que effectivement, c'est une des pratiques qui sont des pratiques nouvelles, mais qui ne sont pas forcément appelées de la part des Français, hein, et que souvent ils se sont un peu heurtés lorsqu'il y a la mise en scène d'un couple présidentiel. On peut se rappeler d'ailleurs qui n'est pas marié d'ailleurs, hein, parce que le fait du mariage ne change au final pas grand-chose ou pas tant de choses que ça. Oui, non, mais bon. Dans cette enquête, on avait posé la question, mais on peut se rappeler que lorsque Nicolas Sarkozy s'était exposé avec Carla Bruni à Petra, avec le fils de Carla Bruni sur les épaules, du jour au lendemain, il avait perdu 7 points dans les enquêtes d'opinion et les codes de popularité. Avec l'enfant, effectivement. Et c'était auprès, en plus, non pas forcément de sympathisants de gauche, mais de personnes qui avaient participé de l'élection de Nicolas Sarkozy, des personnes plutôt âgées, des personnes qui étaient plutôt à droite sur l'échiquier politique, et des personnes également qui étaient plutôt diplômées. Et en gros, qui disaient... Un président de la République, c'est pas ça. La fonction présidentielle, ça n'est pas ça. Et donc, il y a un vrai danger de s'exposer aujourd'hui en tant que président de la République avec à côté sa compagne ou sa femme et de vouloir en faire un instrument à caractère politique ou un instrument à caractère de communication politique. Alors, on va voir les images parce que c'est aussi une autre image importante. Les deux First Lady, je les appelle comme cela, voilà. La compagne de François Hollande, qui n'est pas sa femme, donc qui va, elle, emprunter ce tapis rouge, qui salue. Il fait le... Voilà, elle joue son rôle vers les photographes et puis elle va rejoindre Carla Bruni qui était elle aussi très impliquée aussi hein, dans la vie de son mari, j'allais même dire la vie politique puisqu'elle était très très présente à ses côtés, le soutenant. Voilà, c'est une image effectivement, comme vous le disiez Alain Bergogneau, c'est l'image en quelque sorte du jour au-delà de la tradition républicaine. C'est la seule nouveauté réelle dans cette journée. Voilà pour cette image. Voilà, et on regarde les photographes parce que évidemment c'est important, évidemment. Et la une, probablement Paris Match, c'est probablement l'image. Prenons les paris. Je voulais vous faire entendre ce son, cet extrait. C'est ce que disait le président de la République à l'Élysée. Vous allez l'entendre, il a une vraie volonté de changer. En tout cas, de faire différemment de son prédécesseur. Est-ce qu'on peut appeler ça déprésidentialiser? C'est pas facile à dire. Écoutez, et on en débat juste après. Je fixerai les priorités, mais je ne déciderai pas de tous, pour tout et partout. Conformément à la Constitution, le gouvernement déterminera et conduira la politique de la nation. Le Parlement sera respecté dans ses droits. La justice disposera de toutes les garanties de son indépendance. Le pouvoir, au sommet de l'État, sera exercé avec dignité mais simplicité, avec une grande ambition pour notre pays et une scrupuleuse sobriété dans les comportements. Francis, encore une fois, je ne vais pas reposer la même question qu'au début de l'émission, mais vous vous retrouvez dans ce discours, cette volonté de remettre des valeurs, des bases, quelque chose de sérieux, parce que c'est un peu ce qui ressort dans ce que nous dit François Hollande, puis de réorganiser différemment ou d'organiser différemment la relation avec les institutions. Comment vous regardez cette position de François Hollande? Oui, tout à fait. Hein. C'est, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est dans le même ton. Alors après, tout ce petit débat là sur ce côté un petit peu de communication qui existe, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose à faire évoluer aussi.
Finalement, c'est pas très important tout ça. Là, le sondage qu'on a vu montre bien que, voilà, je pense que ça peut s'étendre à des tas de comportements. Bon, après, par rapport aux institutions, c'est très important qu'effectivement, il y ait à nouveau un dialogue, voilà, sérieux, où il y ait il y ait de l'entente, il y ait de la discussion, il y ait des consensus, voilà, qu'il y ait des choses qui se partagent au sein du pouvoir pour que, voilà, chacun puisse en profiter. Construire et bâtir. Représentatives, voilà, et puis les politiques, bien sûr, qui ont tout à gagner à entendre des choses, et puis à se positionner dessus, à les reprendre à leur compte et en faire quelque chose. C'est un petit peu des choses qui visiblement ont manqué, en tout cas dans certains domaines, jusqu'à aujourd'hui, pendant ces quelques dernières années. Merci Francis. Denis Jeanbart, pour prolonger ce que disait François Hollande. François Hollande, on revient à une lecture traditionnelle des institutions de la Constitution de 58. Vraiment. C'est retour à une interprétation classique. Après, on verra si dans l'exercice c'est exactement ça, si ça marche. Mais ça a marché comme ça. C'était exactement la pratique du général de Gaulle avec Michel Debré. C'est très intéressant de ce point de vue de lire les mémoires de Michel Debré. Jean-Marc Ayrault ne peut pas être traité de collaborateur, parce qu'on se souvient des petites passes d'armes avec Nicolas Sarkozy et François Fillon. En même temps, il y a aussi l'expérience des quinquennats et du dernier. C'est-à-dire que François Hollande sait très bien que le président ne peut pas s'exposer tous les matins à toutes les revendications. Et c'est quand même, ça a été une des difficultés de Nicolas Sarkozy, qui était responsable effectivement de tout et de tous. Et là, le président doit aussi se protéger. Et c'est pas parce qu'on est dans le retour du fusil. Voilà, on n'est pas protégé par Jean-Marc Ayrault. Et c'est pas parce qu'on est dans le quinquennat que le président doit effacer le Premier ministre. Et là, je crois qu'au contraire, François Hollande a compris, comme ça sera un quinquennat complexe avec des années tournantes et puis des événements qui peuvent se produire, si le président doit garder une capacité d'arbitrage et doit rebondir, il faut qu'il se protège. Et il n'est pas dit, parce qu'il n'y a aucune loi qui te dit qu'il n'y aura pas deux gouvernements dans le quinquennat. Oui, donc je crois qu'il y a une lecture, comme le disait très justement Denis Jeanbart, on revient à une lecture traditionnelle et classique de la Constitution, mais on vient aussi à une pratique politique qui est quand même plus prudente dans une période de grande gravité. Sauf qu'il y a comment répartit les cartes, chose qu'à mon avis il ne peut pas changer vraiment, c'est qu'on a quand même l'habitude que c'est le président qui est responsable de la politique qui est menée, et qu'il faut qu'il s'en explique avec les Français. C'est-à-dire qu'il ne peut pas laisser complètement son gouvernement déterminer et conduire la politique de la nation, parce que voilà, donc ça corrige quand même beaucoup. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas le volet international européen où il est très attendu, puis le reste, je dirais, des affaires courantes. Non, est-ce qu'il n'y a pas comme ça les choses ? Sur la politique tout à fait intérieure, comme sur la politique européenne, c'est lui qui va être responsable devant l'opinion publique. Et donc il a quand même une nécessité de parler directement au peuple, qui fait que le Premier ministre, il est quand même forcément un numéro 2. Et puis il y a une autre chose sur laquelle on va voir comment ça marche. C'est est-ce que les conseillers de l'Élysée, qui avaient pris tout le pouvoir, vont continuer à donner des ordres aux ministres? Ou est-ce que les ministres vont redevenir des ministres de plein exercice? À mon avis, ça, c'est plus difficile à faire. Ça, c'est fini selon vous ou ça va continuer? Je crois que c'est un des enjeux. Je crois que l'un des enjeux d'une gouvernance différente, c'est de laisser le gouvernement être composé de vrais ministres. Jean-Yann Lévy, sur la manière dont les choses se dessinent, comment les Français regardent ça? Parce qu'après tout, c'est un peu comme l'élastique. Est-ce que Nicolas Sarkozy n'a pas créé un phénomène ou un système sur lequel on ne pourrait plus revenir en arrière, finalement? Si. Les Français disent... Non, c'est une question. Il y a une pratique qui est une pratique un peu plus traditionnelle entre guillemets de l'exercice du président de la République. D'une manière générale, une des critiques qui était exprimée à l'égard de Nicolas Sarkozy, c'est le fait qu'il soit lui-même un peu tout le temps en mouvement, qu'il soit un peu au centre de l'action en permanence, toujours devant, et qu'au final, on ait un peu du mal à pouvoir raccorder l'ensemble des filets. Il y avait l'impression qu'il y avait une maison France qui était remplie de fils électriques, mais qu'à aucun moment c'était entièrement raccordé au boîtier. Et lorsqu'on demandait, en fait, que s'est-il passé précisément depuis 2007 ? Quelle histoire a été racontée par Nicolas Sarkozy? Quelle France est dessinée par Nicolas Sarkozy à l'issue de son mandat? Les Français avaient une difficulté à pouvoir définir et trouver une forme de cohérence à l'ensemble de l'action. On sait que souvent on a besoin de pouvoir avoir une forme d'histoire qui a raconté une projection dans l'avenir, etc. Nicolas Sarkozy l'avait fait en 2007 au cours de sa campagne électorale. Il l'avait peut-être pas suffisamment accompagné pour pouvoir permettre aux Français de se projeter soit à fin 2012, soit à fin 2017. Et aujourd'hui, ce que semble dire d'ailleurs François Hollande, et on l'a vu à travers quelques thématiques en disant ce qui m'importera, c'est à la fin de mon mandat de pouvoir voir si les jeunes peuvent vivre mieux, si la place donnée à l'éducation sera suffisamment grande, si la justice, dans l'ensemble de mes décisions, pourra être considérée comme étant au centre de mon action. Ça donne 2-3 éléments sur lesquels on peut
globalement se rattacher, pas forcément palpable et malléable comme le pouvoir d'achat, mais en tout cas qui donne à voir d'une forme de ligne de conduite de ce que peut être l'action politique. Est-ce que l'enjeu, excusez-moi, parce que c'est important, ça avait été excessivement critiqué chez Nicolas Sarkozy, il décidait de tout partait de l'Élysée. Est-ce que ça, c'est un enjeu important de redonner du pouvoir au ministre dont on ne connaît pas le nom et ce d'une soir certaine encore manière, ça conduit à une resacralisation de la fonction, parce qu'elle avait été désacralisée par Nicolas Sarkozy, avec un petit risque, parce que on est dans une période de communication, et donc la sacralisation, ça crée une énorme distance, et donc là, François Hollande va devoir gérer sa distance avec les Français, avec le peuple. Et j'écoutais Roland, ça va lui poser un problème de communication. Comment va-t-il communiquer? Il a annoncé une communication banalisée, c'est-à-dire dans les émissions traditionnelles, etc. Je ne suis pas sûr que, dans sa nouvelle définition du rôle, ça soit vraiment adapté. Vous pensez qu'il y a une partition entre les affaires européennes, ce que fait d'ailleurs ce soir le président, qui gérerait finalement les affaires européennes et les grands dossiers, et puis Jean-Marc Ayrault aurait les affaires courantes? Vous dites non ce soir sur le plateau? Il n'y a plus de politique européenne. D'accord, La politique européenne, c'est pas de la politique. C'est évoqué cette idée. C'est la politique tout court. Non, et puis il y a un point très important. Vous n'êtes pas d'accord avec Non, pour renforcer ce que dit Roland Quérol, c'est que les contradictions qui vont venir et les attaques politiques, elles se porteront sur l'Europe. Le Front National, le Front de Gauche, dès qu'il y aura des difficultés européennes, en feront une question de politique intérieure. Donc il faudra faire front. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus de séparation entre les deux politiques. Et la politique européenne, c'est une politique, c'est une politique nationale. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et il y aura à peu près sûr, parce qu'on en parlera sans doute tout à l'heure des hypothèses de ce qui peut se passer en Europe. Mais il y aura de grands débats dans les années qui viennent sur la nature. Dès les élections législatives, et ça risque d'être au cœur des élections. D'ailleurs, ce qui fait de cette rencontre de ce soir un enjeu politique pour les élections législatives. Alors, messieurs, je voulais quand même vous montrer des images, parce qu'évidemment, la journée a été égrenée d'événements forts. Après l'Élysée, il y a eu deux éléments symboliques. D'abord, le jardin des Tuileries, devant le tombeau de Jules Ferry, avec un discours. Vous le voyez, c'était aux Tuileries. Et là, il faisait beau. Il a échappé, François Hollande, le président, à l'averse. Il y avait des jeunes, des écoliers. Écoutez ce qu'a dit le président de la République et des enseignants, évidemment. Écoutez ce qu'il a dit. Il est revenu tout simplement, vous allez l'entendre, sur une des propositions qu'il avait faites pendant bien sa campagne. Et il la maintient, il persiste et il signe. Écoutez François Hollande. L'école a besoin de réformes. Elle attend aussi de la considération de la nation. Et elle appelle le soutien de l'État. Elle doit être assurée de ses ressources. On ne peut pas enseigner correctement sans un encadrement suffisant pour nos enfants. C'est la raison de mon engagement, et je le réitère aujourd'hui comme président de la République, de recruter 60 000 personnels de l'éducation sur la durée de mon mandat. Alors devant des écoliers, mais devant la statue de Jules Ferry, parce que le tombeau, c'est un historien qui me l'a dit sur le plateau, le tombeau de Jules Ferry est à Saint-Dié. Sur ce choix, parce que moi j'ai fait des petites recherches, j'ai vu que Nicolas Sarkozy lui avait rendu hommage en 2007 à Georges Clemenceau, Charles de Gaulle et aux fusillés de la cascade du Bois de Boulogne, donc des combattants, des gens qui ont en tout cas fait la guerre d'une manière ou d'une autre. Là c'est le choix d'abord de Jules Ferry, l'école, et puis on en parlera un peu après, le prix Nobel, la recherche, la science, Pierre et Marie Curie. Voilà, comment vous regardez ce choix, vous l'historien? Ça donne des signes quand même. D'ailleurs, je crois que c'est essentiellement, plus que Jules Ferry, soyons sincères, c'est l'école républicaine qui a été. Et Jules Ferry étant la figure la plus connue, la figure tutélaire, même devenue un peu mythique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu ce début de polémique, parce que Jules Ferry, c'était un homme politique de la Troisième République et qui partageait, et qui était tombé sur la question du Tonkin et farouchement attaqué. Donc c'est pas le Ferry père de l'opportunisme, même si c'est un homme politique très intéressant. Autour de la question de la colonisation. Mais justement, c'est l'école républicaine par Ferry qui a été honorée. Et je crois que c'est ça le symbole important, et ça permettait de dire que, évidemment, ça sera un des chantiers majeurs de la période, parce que là, la France a des problèmes sérieux. On a vu un relatif déclin quand même dans les résultats internationaux. Et puis, c'est un des facteurs majeurs, alors pas évidemment dans le court terme, mais dans le moyen terme, pour retrouver une croissance équilibrée et continue. C'est très cohérent avec sa campagne électorale. Quand même, c'était au cœur de son projet de candidat. C'est la jeunesse, c'est l'école.
Il est attendu, excusez-moi, sur les 60 000. C'est les gros bataillons politiques de son électorat militant. Franchement, pour un homme élu à gauche, c'est assez normal d'aller quand même dire d'abord bonjour aux enseignants. Classique de choisir Jules Ferry. Lionel Lévy, les Français attendent François Hollande sur cette question, parce qu'elle a suscité des débats politiques et des polémiques pendant la campagne. Ces 60 000 postes dont il parle, et il dit « j'affirme que j'irai au bout », ça risque de susciter quelques grincements de dents. C'est sur 5 ans, pour être précis. Déjà, cela permet effectivement d'avoir ce coup de barre à gauche, entre guillemets. On sait qu'il n'avait pas forcément adressé de mots très clairs à l'égard de la gauche, si on compare par exemple à Martine Aubry au sein de la première socialiste, parce qu'il était plus effectivement sur la social-démocratie que sur un ancrage traditionnel de la gauche, avec les termes égalité qui n'étaient pas forcément au centre de son action, en tout cas au centre de son discours au départ. Donc ça permet d'adresser une forme de piqûre de rappel. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a eu des débats, même au cours des mois de janvier-février, sur ces 60 000 postes. De quoi il s'agit précisément? Est-ce que c'est des postes d'enseignants? Est-ce que c'est du personnel qui va du personnel affecté? Voilà, c'est ça le mot. C'est un peu technocratique, mais affecté à l'éducation. Donc voilà, il y a même eu des petites évolutions. Ce qui est assez troublant, c'est que ça n'a eu aucun impact sur les intentions de vote. Mais il n'y a eu aucune évolution. Et comment vous l'expliquez? Ils ont retenu ce chiffre, 60 000, voilà. C'est qu'à un moment, on n'a pas, une partie des électeurs ont voulu entendre ce qu'ils voulaient entendre et n'ont pas voulu entendre qu'il pouvait y avoir des problèmes dans la campagne de François Hollande. Se sont dit, ou d'écoute sélective. C'est-à-dire, on a envie d'entendre ce qui nous fait plaisir, et à partir du moment où on entend qu'il y a on ressent des dissonances, on va les mettre de côté. Mais c'était la pointe électorale d'un projet éducatif global. Global, bien sûr. Qui sera amené par Vincent Payon, dit-on, sans déflorer le... Il y a eu une confrontation de 2 projets éducatifs pendant cette campagne électorale. Il y avait 2 projets éducatifs très différents. Et effectivement, les 60 000 créations de postes étaient, au fond, presque la caricature voulue du projet de François Hollande. Mais je peux juste vous rappeler que Jules Ferry, c'est aussi l'école nationale, l'école normale féminine de Sèvres. Et c'est le salaire égal pour les instituteurs et les institutrices. Il y a un certain nombre de valeurs féminines, parce que voilà, on a ressorti, en faisant d'ailleurs une espèce de montre qu'on ne comprend pas l'histoire et qu'on compare des choses pas comparables. On a ressorti les histoires coloniales et les phrases invraisemblables de Ferry, qui étaient quand même liées à une époque où il était loin d'être tout seul à la matière à gauche et à droite. Mais quand même, il y a sur le plan vraiment de l'école républicaine et de ses avancées pour le féminisme, quelque chose à quoi il n'était pas nul de rendre hommage. Non, bien sûr. Et puis, à mon avis, François Hollande connaît son Ferry par cœur, puisqu'il y a quand même une biographie de référence qui avait été rédigée par un de ses meilleurs amis aujourd'hui décédé, Jean-Michel Gaillard. Regardez ces images. Autre volet, puisqu'après les Tuileries et la statue de Jules Ferry, il est parti là aussi devant une statue, je ne me trompe pas cette fois-ci, de Pierre et Marie Curie, dans le 5e arrondissement. Voilà, un dépôt de gerbes. Il s'est recueilli quelques instants. Il pleuvait énormément, qui donnait un caractère un peu comme ça tragique à ce moment, en présence de la petite fille, je crois, si je ne m'abuse. Voilà. Et quelques mots. Voilà. Évidemment, il pleuvait de rue. Là aussi, Alain Bergogneau, la recherche, l'innovation, ça aussi c'est une thématique forte. Il faut insister sur ce point-là. Mais la thématique de la science, bon, c'est profondément républicain. Et puis, c'est très cohérent avec un des thèmes très importants qu'a utilisé François Hollande dans sa campagne et encore dans le débat. C'est la notion de progrès. Parce que la volonté de Hollande, c'est de renouer avec le progrès. Et donc, parce que la gauche, sans notion de progrès, évidemment, c'est difficile à définir. Alors, le progrès d'aujourd'hui, le progrès qui intègre les risques, qui intègre la protection de l'environnement, bien évidemment. Mais il y a une volonté très forte de redonner un sens de l'avenir. Alors évidemment, la petite difficulté, mais qui n'a pas encore été soulevée, parce que les dirigeants du Parti écologiste ont peut-être la tête ailleurs, c'est que Pierre et Marie Curie sont quand même en rapport avec le nucléaire. Mais je ne veux pas croire les écologistes n'ont pas encore réagi. Aller jusque-là et que François Hollande ait été suffisamment pervers pour en même temps faire l'éloge du nucléaire. Moi, je veux dire que politique mise à part, comme chercheur, je n'étais pas mécontent que ma catégorie soit comme ça, honorée, ce qui est quand même rare
rarissime, un jour d'inauguration, Valoriser les présidentielle. chercheurs. Voilà, je trouve que c'était plutôt bienvenu. Là aussi, c'était cohérent. C'était cohérent par rapport à ce qu'il avait dit pendant la campagne. Mais j'ai peur qu'il ait pensé aussi au côté nucléaire et qu'il se soit dit que c'était pas une mauvaise idée. Dites-nous. Il y a une image des chercheurs qui ne repose pas uniquement sur l'image de Roland Quérol dans la société française, qui est quand même extraordinaire. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre à ce que les chercheurs, ce soient des personnes qui soient un peu isolées dans leur laboratoire et qui produisent de la donnée qui au final est inefficace, mais ça n'est pas là. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'image du sacerdoce, de celui qui s'engage, qui a quand même des moyens qui sont relativement limités et qui au final œuvre quand même globalement pour le bien public, indépendamment de son intérêt personnel. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a eu des mobilisations, on se rappelle qu'il y a eu une mobilisation de chercheurs qui s'était organisée en 2004, dans les mesures qu'on avait effectuées, Sauvons la recherche, et qui avait eu un écho dans l'opinion absolument considérable, avec un soutien populaire absolument extraordinaire. Donc le fait de faire appel à la recherche, c'est donner à voir de ce que peut être la société française de demain, mais c'est également permettre de parler à l'opinion d'une manière générale et pas uniquement au peuple de gauche. Un petit mot pour vous dire que c'était cohérent, Denis Jean-Bart. Là aussi, il y a une cohérence complète dans le. On revient sur ce qu'il avait écrit dans son programme et tout ce qui a nourri ses discours de campagne. On trouve la recherche, évidemment, puisque. Et en plus, c'est l'investissement de l'avenir. Enfin, la jeunesse et la recherche. Ce sont les deux leviers. Et évidemment, c'est pas sans doute une réponse à 3 ans, voire à 5 ans, mais c'est un investissement sur l'avenir. Et c'est d'autant plus nécessaire que, quand même, le pourcentage... Quand même, Obama était là-dessus lyrique. Non, mais en plus, c'est fondamental, parce qu'on sait que l'avenir de ce pays passe par la recherche. C'est aussi par l'investissement et l'innovation. Le pourcentage d'investissement dans la recherche par rapport au PIB n'a cessé de baisser. Donc il est temps de redresser cette barre-là. Donc vraiment, à suivre, Denis Jean-Bart, j'aimerais vous montrer, parce que absolument, c'est un choix au long cours, évidemment, qui dépasse le quinquennat. Regardez ces images dans la suite de cette longue pérégrination. Je vous indique qu'on est en direct sur les chaînes parlementaires. François Hollande, à l'heure où je vous parle, rencontre Angela Merkel, mais il était auparavant à l'hôtel de ville dans l'après-midi. C'est un moment important parce que ça réunissait tous les socialistes, voilà, les figures, évidemment, parmi ceux-là, eh bien, les ministres, les premiers ministres, puis ce soir on peut le dire, voilà, Jean-Marc Ayrault ne le savait pas à ce moment-là encore, et puis évidemment ceux qui soutiennent, ils le savaient bien entendu, mais ça n'avait pas été proclamé officiellement, c'est ce que je voulais vous dire, et évidemment qu'ils devaient le savoir, et puis voilà, Manuel Valls qui doit savoir lui aussi qu'il est ministre, peut-être de l'Intérieur, dit-on, bref, nous en saurons plus, et puis voilà, Patrick Braouezek, Cécile Duflot, voilà, pour les partis, peut-être ne sait-elle pas qu'elle est ministre, en tout cas, elle regarde ses mails, et puis évidemment, Aquilino Morel qui a joué un rôle important, puisqu'on dit qu'il était la plume, c'est celui qui était dans le bureau, dans ces images comme ça, les derniers soirs d'élection. Comment vous regardez cette dernière tradition, parce que peut-être que l'historien que vous êtes peut nous expliquer, il passe par l'hôtel de ville, rencontre... Oui, là c'est une tradition de la gauche, hein, et là il faut remonter dans ce vieux pays à la Révolution française. Hein. La Commune de Paris, c'est un acteur clé de la Révolution, avec des contradictions d'ailleurs par rapport à l'Assemblée. Mais bon, il n'y a pas eu énormément de présidents de la République de gauche, mais c'est François Mitterrand qui a redonné cette idée qu'il fallait une victoire de la gauche, c'est à la fois une victoire nationale et c'est en même temps un salut à Paris. Et à Paris, d'ailleurs, dans les deux discours, celui de Bertrand Delanoë et celui de François Hollande, il y a eu tout un rappel du récit historique glorieux du Paris, plutôt du Paris de gauche, puisqu'on a même parlé de la Commune, et il est possible que les Versaillais, derrière leur poste, aient tressailli à ce moment. Donc c'est une tradition, et le salut à Paris est en même temps l'idée que c'est le Paris de la jeunesse, c'est le Paris des révolutions du 19e et du Paris du Front populaire et de la libération que l'on salue. Et c'est enraciner la gauche dans une histoire. Et ça, c'est très important, parce qu'on le sait bien, il y a aussi une nécessité de mettre tout ça dans une perspective historique pour arriver justement à un récit qui a sa cohérence. Alors il y a un peu de rhétorique, mais il y a quand même du fond et un ancrage, en tout cas, un enracinement. Il y a de la symbolique aussi, parce que quand même traditionnellement Paris est opposé au pouvoir central, enfin bien qu'étant la capitale de la France, et donc là il y a aussi
Et ça correspond assez bien aussi à la démarche de François Hollande, la volonté de rassemblement. Écoutez ce que disaient les personnes qui étaient rassemblées. Alors ceux qui n'avaient pas pu forcément rentrer à l'intérieur de l'hôtel de ville, il y avait beaucoup de monde à l'extérieur qui attendait François Hollande, juste avant son départ d'ailleurs pour Villacoublay, son premier départ, puisqu'il y en a eu 2. Puis on terminera cette émission, parce que je vous l'avais promis, j'espère, par quelques images de François Hollande qui arrive, ou qui est arrivé maintenant, évidemment, à Berlin, parce que c'est un autre volet important de cette journée, très attendu. Mais d'abord, écoutez ce que disaient eh bien, les badauds, on peut les appeler comme ça, ceux qui avaient décidé de s'arrêter pour attendre François Hollande. Regardez, écoutez. Écoutez, pour moi, cette nuit, c'est du champagne. Ça me fait... j'ai fait un flashback il y a 30 ans en arrière à l'investiture de François Mitterrand. J'étais toute heureuse, je n'avais que 28 ans. Là, pour moi, c'est un très grand jour. Moi, je suis venue exprès de Poitiers pour ça. Donc ça valait le coup de monter de province, rien que pour saluer notre nouveau président. Et je suis contente et soulagée. Je suis australienne, je suis ici pour voir le président. On voulait voir l'histoire en marche, alors on est venu regarder. Il s'est arrêté, il en a profité, il a serré des mains, il a fait un petit peu le tour en arrivant. Donc on voit que c'est un président normal qui reste proche du peuple. J'ai des vidéos surtout. Et on sent que c'est quelqu'un qui est accessible et qui se rend accessible, ouais, vraiment. Je suis ravie. Ah oui, à tout point de vue. C'est un changement, c'est bon, mais alors là, c'est du tout bon pour moi. Je me sens ému. Ah oui. Voilà, des sons, des interviews recueillies par Jérémy Hartmann et Johan Rolla qui étaient à l'hôtel de ville. Est-ce qu'on pourrait dire passation pluvieuse, passation heureuse, Alain Vergougnou? Est-ce que l'historien a travaillé cette formule? Parce qu'il y avait de la grêle quand même. Hein. Oui, est-ce que c'est le dicton? Mariage pluvieux, mais il n'y a absolument aucune loi. Oui. On peut avoir un début de quinquennat difficile et terminer très bien, ou l'inverse. Donc là, franchement, on peut broder là-dessus, mais ça n'a aucun sens. C'était un trait. Ça n'a aucun sens. 81, parce que, excusez-moi, on voyait cette dame à la fin de ce micro-trottoir qui était vraiment profondément ému et habité. Est-ce que ce soir, François Hollande est le 7e président de la République, est-ce qu'on peut commencer à faire ce parallèle, ou on considère que c'est totalement différent d'avec 81, parce que le contexte, la personnalité, l'histoire, parce qu'on voit quand même cette femme très émue, quand même, elle est portée. Elle est... 81, oui. 81, c'était d'un côté une émotion, un enthousiasme immense. Ça n'était jamais arrivé depuis 1958. Et en face, des gens qui étaient réellement, pour beaucoup, inquiets. Rappelez-vous, on va avoir les chars soviétiques sur la place de la Concorde. On avait une France coupée en deux et une explosion de joie de ceux qui étaient du bon côté. Hein. Jack Lang nous expliquait qu'on passait de l'ombre à la lumière. Bon, maintenant, même la gauche et la droite, ces deux familles politiques qui ont alterné au pouvoir, on peut plus croire que la politique puisse changer la vie. Quand je regarde les sondages de Jean Daniel, il y a un Français sur 4 qui croit que ça va changer quelque chose à sa situation personnelle. Et même 1 sur 2 seulement de ceux du candidat vainqueur. Vous dites qu'il y a plus cette espèce de frise comme mais ça qui porte non, les gens ont relativisé ce que peut le politique, et c'est peut-être tout à fait raisonnable de l'avoir relativisé. Il y a ça, et puis il y a le contexte, effectivement. La deuxième des priorités des motivations de vote des électeurs, c'est la dette et les déficits. Donc, est-ce que dans ce contexte-là, on se dit formidable, demain sera meilleur, et même la notion de progrès qui aujourd'hui est développée par François Hollande suscite quelques doutes et quelques interrogations. Elle était déjà fortement entaillée avant l'élection de François Hollande. Ce qu'on lui demande, entre guillemets, c'est de limiter la casse, et de faire en sorte que demain ne soit pas nettement pire que ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc on n'est pas face à un enthousiasme débordant. On l'a bien vu de manière générale dans le cadre de cette campagne, où quand on interrogeait les Français, même sur la manière dont ils pouvaient percevoir cette campagne, la nature des débats, etc., ils disaient qu'ils étaient intéressés, mais on ne peut pas dire qu'il y avait un enthousiasme à l'égard d'un candidat ou à l'égard de l'autre des candidats. On était face à une campagne qui apparaissait comme étant raisonnable et sans crainte extrêmement manifeste, soit que ce soit absolument, mais soit à l'égard de Nicolas Sarkozy, soit voire même à l'égard de François Hollande. Le peuple de droite n'était pas vent debout, ou n'est pas aujourd'hui profondément inquiet de voir François Hollande aujourd'hui à l'Élysée. Moi, je dirais que la passion, cette idée comme ça un peu de cette flamme, là c'est de la réelle politique, quoi, une sorte de pragmatisme politique de Jean-Bart. Le pays apaisé est devenu de ce point de vue démocratique. Mais après 17 ans quand même, une alternance après 17 ans. Oui, non, alternance présidentielle. N'oubliez pas quand même qu'il y avait une alternance législative. Voilà, c'était il y a 10 ans, et la cohabitation avait quand même donné l'essentiel des pouvoirs à Lionel Jospin.
dont c'est d'ailleurs la journée, puisque ce sont quand même 2 des enfants, entre guillemets, de Lionel Jospin qui arrivent au pouvoir aujourd'hui. Les anciens premiers ministres étaient à Génération l'Élysée, d'ailleurs. Jospin partagé avec Jean Delors, et Avec avec Jacques Delors. et Jean Oui, non, mais c'est quand même On Lionel revient à Jospin Jospin. qui a installé à la tête du groupe parlementaire Jean-Marc Oui, bien Ayrault sûr, et bien à la sûr. tête du Parti socialiste François Mais Hollande. ils ne sont Voilà. pas de pure Mais- tradition jospinienne. Non. Pour rentrer D'ailleurs, dans les finesse, d'ailleurs, on le verra. Avec ça, Alain ça Delon. serait d'ailleurs un sujet intéressant. Je pense que François Hollande n'a ni Dieu ni maître. Mais en tout cas, pas de mentor. Donc, Et, on revient finalement. non, simplement, moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que cette journée est très importante et il était temps qu'elle arrive. Parce que oui. il s'est passé un événement très important aussi aujourd'hui, qui est qu'il va falloir, les Grecs vont revoter et on rentre dans une période d'incertitude grande quand même qui Mm. nécessite que le pouvoir soit installé et qu'il puisse Se mettre au travail s'exercer et se rapidement. mettre au travail. Francis, on vous retrouve, vous êtes en direct pour cette 3e intervention, toujours en direct devant votre webcam. Comment vous regardez ce dont on parle là, finalement, qu'on n'est plus dans cette espèce d'explosion des bouteilles de champagne en 81, cette espèce de... On est plutôt dans un pragmatisme, presque une angoisse finalement. L'angoisse, non, de mon point de vue, je trouve ça plutôt, c'est plutôt un espoir de voir que les choses changent un petit peu de ce point de vue-là. Le pragmatisme, je trouve ça très bien, raison, discussion, etc. Voilà. Après, peut-être pour élargir un peu le débat, mais je dirais il va y avoir un aspect de politique intérieure qui va être très, très, très important, qui va impacter sur tout le reste. C'est-à-dire qu'effectivement, la thématique de l'Europe, elle va dépendre de ce qui va se passer à l'intérieur, en France. Et je suis plutôt content d'entendre qu'il y a quand même un aspect majeur dans la politique qui semble projeter. En tout cas, François Hollande a pris position là-dessus, sur ces aspects-là. Et bon, et qui... Voilà, un exemple précis, c'est l'éducation. L'éducation va avoir un impact très important. Et tout ce qui va se passer à l'intérieur, la politique intérieure, va vraiment rendre des choses possibles ou pas pour la politique européenne ou pour d'autres aspects un peu plus larges. Francis, restez avec nous parce qu'il nous reste un peu moins de 20 minutes et j'aimerais vous montrer ces images parce qu'on les a attendues, elles sont importantes et vous nous ouvrez en quelque sorte, Francis, cette 4e partie. C'est cette image, elle était attendue. François Hollande est enfin arrivé à Berlin, vous le découvrez, il serre la main enfin à Angela Merkel, le président de la République et la chancelière allemande. Tout le monde en parlait depuis quelques jours. Il est enfin arrivé, j'imagine qu'ils échangent sur sa péripétie parce que c'était pas rien et il reçoit un petit coup de coude de la chancelière pour le replacer sur le tapis et surtout les hommages militaires. C'est une tradition en Allemagne pour l'accueil du président de la République. Ce sont des hommages militaires. Voilà, et François Hollande qui est guidé car évidemment c'est un protocole qu'il ne connaît pas encore. En tout cas, au-delà du protocole et de ce qui s'est passé sur ce tapis rouge, est-ce qu'on doit attendre beaucoup de cette rencontre qui, je crois, est un dîner de travail? On n'en entend rien du tout. Et pourtant, tout le monde en parle. Parce que là, c'est la première rencontre, donc c'est symboliquement très fort. Y aller le jour même de son intronisation, c'est une valeur symbolique énorme. Mais la négociation, elle va durer des mois. Rien ne sera réglé au moment des Là, législatives. c'est de la communication, Roland Quérol. Non, il faut bien à un moment qu'on montre... Je ne suis pas sûr, Roland, que la négociation puisse durer des mois. Parce que la crise court tellement vite. Elle durera des mois. Oui, mais ça fait déjà 2 ans que la crise court et maintenant La Grèce est au pied du mur. La Grèce a vraiment maintenant un pied dans le précipice. La Grèce, ça appellera des décisions immédiates, mais ce n'est pas des décisions qui sont de l'ordre de la négociation. Je ne pense pas. Je pense que les vraies négociations, c'est sur le contenu d'une politique européenne, c'est qu'est-ce que ça veut dire, cette fameuse relance, et ça ne sera pas réglé au moment Alain Bergogneau. Justement, là, parce qu'il On a du temps, on n'a pas du temps. Je ne sais pas ce que deviendra l'euro derrière. Tout à fait. On a du temps ou pas? Excusez-moi, parce que là, on est dans l'image. Non, mais... Les Français en parlaient, voilà, ils se parlent. Mais là, les choses sont à peu près précises au point de vue calendrier. Là, c'est une réunion de prise de contact, d'échange, et qui est importante au point de vue symbolique. On verra les mots qui seront dits à l'issue. Il y a une conférence de presse de cette réunion, mais il y a un sommet européen 23 mai, et puis il y a un sommet européen juste après l'initiative le 18 juin, et qui, lui, peut être décisionnel sur un certain nombre de points, parce qu'il y a les deux dimensions. Il y a évidemment la Grèce, et puis les pare-feux par rapport à la situation grecque, et là c'est extrêmement difficile. Et puis il y a les éléments, effectivement, d'une politique européenne plus coordonnée. Et là, je dirais qu'une chose, ça a été remarqué déjà dans la presse, donc je ne dis rien d'original, mais si François Hollande avait été élu il y a 6 mois,
ces propositions auraient sans doute été rejetées en Europe. Mais aujourd'hui, la crise s'est approfondie. Non, c'est pas à bras ouverts. Enfin, il y a quelques pays européens qui courent derrière. C'est toujours ambigu, mais la crise s'est approfondie et donc son discours a une certaine écoute. Alors on verra les résultats, mais plus la crise est profonde, là c'est ce qui nous reste en socialiste, un peu de marxisme, un peu de dialectique, c'est quand la crise est profonde que les éléments nouveaux peuvent apparaître. Et François Hollande, dans un certain sens, on verra évidemment ce que cela donne, arrive, si j'ose dire, au bon moment. Parce qu'il y a 6 mois... Dans une bonne dynamique. Dans 6 mois, il y a 6 mois, il aurait eu les portes fermées. Il y a beaucoup d'articles, Jean-Daniel Lévy, là, dans la presse, de tribunes, qui disent finalement que François Hollande peut véritablement devenir un centre de gravité, parce qu'il vient d'être élu, il crée une dynamique, certains même utilisent le mot de Roosevelt. Est-ce qu'il peut créer cette dynamique? Est-ce que les Français attendent ça? Que la France se repositionne comme un centre de gravité. Déjà, il y avait un vrai déficit d'image de François Hollande sur sa capacité à pouvoir porter un message un peu en dehors de nos frontières. Et lorsqu'on effectuait des comparaisons, indéniablement, aux yeux des Français, c'était Nicolas Sarkozy qui était le meilleur pour défendre la France. Donc, même dans un contexte de crise, indépendamment des critiques qui pouvaient être émises à son égard. Ce qu'on peut remarquer, c'est que depuis que François Hollande est élu président de la République, il n'a pas véritablement fait de pas vers la politique intérieure française, mais beaucoup plus vers la politique au niveau international. Ce choix symbolique de partir le jour même. Il y a ça, il y a Van Rompuy qui a été reçu à son QG parisien, Juncker, le fait qu'il rencontre prochainement Obama en tête-à-tête, et aujourd'hui le côté un peu paroxystique, c'est-à-dire je me déplace après mon investiture officielle directement en Allemagne, l'idée étant de dire effectivement qu'aujourd'hui les enjeux de la France ne sont pas uniquement des enjeux qui concernent notre propre territoire, mais qu'il est nécessaire d'être un peu en dehors de cela. Donc il y a un aspect de communication intérieure d'un côté, et puis également placer les enjeux à un niveau qui soit un niveau différent. Il y a une pression forte, excusez-moi, sur les pas simplement François Hollande qui est le centre de gravité de l'Europe. C'est la France, il ne faut quand même pas oublier que c'est la 5e puissance du monde. Il n'y a pas d'Europe possible sans la France. Malgré ce bras de fer avec l'Allemagne depuis quelques mois. Mais bien sûr, et on sait bien que cet axe franco-allemand est décisif dans la construction de l'Europe. Alors il y a une manière de le jouer. Qui va continuer à fonctionner. Mais oui, mais il y a une manière de le jouer. Nicolas Sarkozy le jouait. C'est l'intérêt de Hollande, c'est l'intérêt de Merkel. Mais oui, mais il y a une manière de jouer qui va changer, parce que Nicolas Sarkozy ne jouait l'Europe que dans le dialogue avec Merkel, le fameux Merkozy, voilà, et méprisé au fond, les autres étaient, vous suivez, vous êtes des petits. Tandis que là, je pense qu'on va avoir quelque chose de différent, c'est ce que disait Alain Bergogneau, il y a quand même une modification un peu des rapports de force compte tenu de l'approfondissement de la crise à l'intérieur même de l'Europe. Et on peut imaginer que François Hollande, artiste de la synthèse, mais là, Alain Bergogneau pourrait nous raconter des nuits de négociations, eh bien, aura sans doute plus de capacité, et en tout cas, ça sera un changement de méthode. Alain Bergogneau, dites-nous, parce qu'effectivement... Mais il a intérêt à réussir, parce que pendant ce temps, on a une Angleterre... qu'on attribue à François Hollande, de la négociation, du compromis, est-ce qu'il est capable de le transposer avec Angela Merkel? Est-ce que ça va être si simple? L'Europe, et alors c'est évidemment ce qui fait aussi sa difficulté, qui a fait l'éloignement d'une partie des opinions vis-à-vis de l'Europe, mais l'Europe ne fonctionne qu'au compromis. Et là, nous sommes dans une situation maintenant qui est assez claire. Nous ne sommes pas dans une Europe fédérale, mais on ne peut pas être, comme le voulait Nicolas Sarkozy, uniquement dans une Europe intergouvernementale, surtout restreinte à deux pays. Et donc, il faut aller dans le sens du compromis. Et ça, dans un certain sens, peut-être que les nuits de commission de résolution du Parti socialiste seront utiles à l'Europe. seront utiles à l'Europe, parce que l'Europe n'avance que comme cela. Et alors, la difficulté, bien entendu, c'est après d'expliquer les compromis. Et ça suppose une grande capacité pédagogique, et c'est ce qui n'avait pas été fait dans les années précédentes. Donc l'opinion est forcément ne comprend pas trop ce qui se passe. Mais Roland Quérol, l'opinion, Jean-Daniel Lévy, je me tourne vers le sondeur aussi, elle attend énormément de la manière dont François Hollande va gérer cette crise, si je peux m'exprimer ainsi. C'est entendu que inévitablement il y aura des compromis, qu'ils sont absolument condamnés à s'entendre. Il n'y a pas de suspense sur le fait que l'Union européenne va continuer à fonctionner, qu'elle va progresser même. Le problème, c'est que quand on fonctionne au compromis, elle va progresser. Moi, je pense que c'est une certitude. Le problème, c'est que les compromis, on a toujours, dans la vie politique française, expliqué les compromis européens d'une façon assez détestable, qui est que quand ça paraissait favorable à nos intérêts nationaux, on avait gagné, et quand ça ne l'était pas, on avait perdu. Or, un compromis,
tout le monde perd quelque chose et gagne autre chose. Et c'est là que c'est une communication politique compliquée avec l'opinion. C'est ça qu'il va falloir arriver à faire. Et l'avantage de Hollande, c'est que c'est pas seulement les commissions des résolutions, c'est que je crois qu'il est un homme de recherche de compromis. Il est un homme fabriqué par une espèce de, pour faire bref, christianisme social, qui est en permanence quelqu'un qui cherche dans le dialogue une façon de créer une nouvelle situation qui permet d'aller plus loin. Et de ce point de vue, à mon avis, il est aussi bien préparé à parler avec les chrétiens démocrates qu'avec les sociodémocrates. Absolument. Juste, je vois sourire sur la question du mot croissance, parce qu'on se souvient de cette conférence de presse, François Hollande, après les propos de Mario Draghi, avait dit, mais vous voyez, Mario Draghi parle de croissance, il faut relancer la croissance européenne, et quelques minutes après, Angela Merkel avait expliqué que la définition de sa croissance était flexibiliser le marché du travail. Là, il va falloir quand même s'accrocher pour trouver un compromis. Enfin, là, les Français, sur cette question-là, est compliquée. On sait qu'en France, c'est un sujet très sensible. Deux visions différentes. Non, mais Denis Jambard. Angela Merkel, c'est la croissance par les réformes de structure qui amène la croissance, qu'a fait quand même l'Allemagne, il faut bien le dire, et qui marche finalement. Et François Hollande, je ne veux pas dire d'ailleurs, puisqu'il y aura quand même, à mon avis, une volonté de tenir les finances publiques. Ça ne sera pas facile quand on voit les résultats. Les 0 points de croissance au premier trimestre en France. Donc tenir les engagements, ça va être difficile. Et l'engagement de 3% l'année prochaine va devenir un enjeu politique considérable. Peut-il tenir parce que ce qu'il avait annoncé? Il faudra le tenir au regard de l'Europe et au regard et vis-à-vis. Si François Hollande veut trouver des compromis gagnant-gagnant avec Angela Merkel, il faut qu'il tienne l'objectif des 3% l'année prochaine. Voilà, il n'a pas d'autre choix. Sinon, l'Allemagne sera en position de force et les compromis ne se feront pas sur la ligne de François Hollande, ou en tout cas ne seront pas gagnants-gagnants pour la France. Je prends juste l'exemple de la flexibilisation du marché du travail dont parlait Angela Merkel. On a le sentiment que côté français, c'est un peu une potion amère quand même. Quand on entend ça en France, c'est difficile à entendre. Pour les Français, c'est même un peu plus qu'une potion amère. C'est le contraire de ce qui constitue l'idéal républicain. Ce ne sont pas nécessairement les réformes de structure de l'Allemagne. Pas du tout là-dessus. On a bien vu la tension qui peut exister à l'égard de l'Europe lors du débat sur le traité constitutionnel européen. Il suffit qu'on amène un plombier polonais dans le débat pour faire en sorte qu'on donne le sentiment que de toute façon les normes sociales vont être rabaissées vers le bas, qu'on va aller vers une accélération, une augmentation du temps de travail potentiel, des horaires de travail qui vont être beaucoup moins maîtrisés de la part des salariés, et donc on a des Français qui basculent assez fortement contre le traité constitutionnel européen, indépendamment du regard qu'ils peuvent porter à l'égard de l'Europe. Ce qui est certain, c'est que le mot croissance égale emploi en France. Dire croissance, ça veut dire emploi. François Hollande en a fait d'ailleurs une de ses thématiques de campagne. Recréer de la croissance pour créer de l'emploi. Tant et si bien qu'il a même évoqué un point qui a été peu soulevé, mais qui sera peut-être pas sans conséquence, c'est-à-dire indexation de l'augmentation des salaires et des minima sociaux, non pas sur les prix, mais sur la croissance. Donc ce regard qui va être porté à l'égard de... C'est un pari en effet. Ce qui est une vraie nouveauté. Absolument. Le chiffre est tombé. Ce qui est une vraie nouveauté, ce que je crois n'a pas du tout été perçu par les Français, parce que dans aucune enquête à un moment ou à l'autre, ils sont relevés là-dessus, mais le jour où les uns et les autres vont remarquer que l'indexation des salaires va être liée à la croissance et non pas forcément à l'augmentation du coût de la vie, ça risque de tanguer un peu dans le Alain Bergune, juste, il nous reste quelques minutes sur l'aspect psychologique, sur l'effet dynamisant de l'élection de François Hollande dans ce type de rencontre avec Angela Merkel. Vous pensez que, parce qu'on l'a vu dans le débat, je reviens à ce débat franco-français avec Nicolas Sarkozy, il y a quand même un impact sur le mental de ceux qui regardent la télévision. Est-ce que cet impact a un sens et peut faire bouger les lignes, peut faire reculer Angela Merkel, indépendamment de ses difficultés électorales à l'intérieur de son pays, mais sur ce rapport comme ça avec François Hollande? Bien sûr, parce que il y a une légitimité et tous ces dirigeants européens sont des dirigeants élus démocratiquement et ils savent très bien ce que veut dire la légitimité politique. Et François Hollande bénéficie de cette légitimité, mais pas simplement. Il bénéficie aussi d'une attente. Un certain nombre de dirigeants sociodémocrates étaient venus dans la campagne à Paris, et certains au pouvoir, d'autres pas, et on sent bien qu'il y a une volonté de construire quand même une alternative à la situation actuelle et aux toute austérité. Et Angela Merkel aussi, et d'ailleurs on voit en Allemagne qu'actuellement l'augmentation des salaires est en train de se faire. En même temps, ça ne suffit pas. 5%, je crois, négocier 5,6%. 5-6%, ce qui est quand même donc vous voyez, c'est pour ça que c'est d'ailleurs un point que je souligne en passant rapidement, parce que la flexibilité du marché du travail en Allemagne peut avoir son sens,
parce qu'il y a encore, pas pour toute la main-d'œuvre, mais pour une grande partie de la main-d'œuvre, il y a encore un poids fort des syndicats. Tandis qu'en France, il n'y a pas de filet de sécurité. Donc l'État est obligé d'être présent. Donc il faut trouver le langage commun, il faut s'expliquer. Mais je crois que là, il y a une possibilité de faire bouger un peu les lignes. Alors évidemment, les intérêts nationaux sont ce qu'ils sont, et les opinions aussi. Et il n'y aura pas une reddition d'Angela Merkel parce qu'elle a perdu les élections régionales, parce qu'elle est quand même soutenue par son opinion. Et en France, il y a une vieille illusion depuis le début du XXe siècle que les Boches paieront, mais non, entre guillemets, ils n'ont jamais payé. Ils n'ont jamais payé. Et donc ils ont surtout maintenant, ils ont leurs intérêts nationaux. Donc voilà, reparti il dans faut trouver un langage. Les vieilles lunes, mais bien sûr, il faut faire très attention à ça. Donc il faut trouver un langage commun et un langage d'aujourd'hui. Un petit mot chacun. Roland Quérol, un petit mot et pour terminer ce débat, j'ai des images à vous montrer. Il est parti, François Hollande, avec un positionnement contre Sarkozy. Et il a réussi, au fil de la campagne, à remplacer ce positionnement anti-Sarkozy en position pro-Hollande, promettant des choses qui paraissaient plus satisfaisantes. Là, il part en Europe avec un avantage qu'il est celui qui a dit l'austérité seule, ça ne marche pas. Et du coup, il a un accueil favorable dans beaucoup d'opinions européennes et chez des gouvernements de gauche et plus encore de droite. On pense à l'Espagne. Il faut qu'il transforme cet assentiment non à l'austérité pure et simple en quelque chose de plus positif. C'est un peu plus compliqué encore à faire que ce qu'il a fait en France, mais c'est ça sa feuille de route. Vous êtes d'accord, Denis Jean Bart, sur il faut passer finalement de cette espèce de dynamique psychologique à des actes concrets. C'est ça le défi. C'est son défi et c'est son enjeu, et ça commence ce soir. Effectivement. Et les Français ne sont pas du tout sur l'image de Bosch-Peyrat, alors même qu'elle a été évoquée par une partie même des dirigeants socialistes. On se rappelle qu'Arnaud Montebourg avait eu des mots qui étaient des mots extrêmement durs à l'égard de Angela Merkel, rappelant Bismarck et des périodes un peu sombres de l'histoire, ou en tout cas qui avaient préfiguré des histoires sombres de l'histoire. Aujourd'hui, on n'est pas du tout sur cette thématique-là, et aujourd'hui, il n'y a pas de critique forte de la part des Français. Il a un peu obligé l'Allemagne à payer pour la Grèce. Elle n'était pas très pour. Elle n'était pas bon. Mais il n'y a pas eu ce mouvement d'opinion, de retournement ou de critique des Français en disant l'Allemagne ne joue pas le jeu, ou si on se retrouve dans cette situation-là, c'est à cause de l'Allemagne. C'était beaucoup plus la perception que... En tout cas, cette attaque anti-allemande, on va dire. Il y a plutôt une critique à l'égard de la Grèce et dans son incapacité à pouvoir maîtriser ses finances publiques, voire d'avoir un peu falsifié les comptes exposés à l'égard des instances européennes, plutôt qu'une critique forte à l'égard... Oui, il faut dire les choses gentiment. Donc, plutôt qu'une critique forte à l'égard de l'Allemagne. Et aujourd'hui, on voit bien que la crise qui existe en Europe, aux yeux des Français, repose beaucoup plus sur un défaut de la part de la Grèce que d'une incapacité politique de l'Allemagne est clairement dans les esprits. Et dans les esprits. Je voulais, avant que vous saluer, de vous remercier évidemment d'avoir partagé cette soirée avec moi. Regardez ces images. Évidemment, si vous nous rejoignez, vous êtes en direct sur les chaînes parlementaires. Regardez, voilà, cette image. Voilà, elle fait partie de l'histoire de la République et de la 5e. François Hollande, voilà, accueilli sur le perron de l'Élysée par l'ancien président de la République. Quelques mots échangés. C'est une tradition. Une autre poignée de main sur le perron pour les photographes qui étaient très nombreux, évidemment. Il faisait encore beau, faut-il le préciser. C'était quelques minutes avant une très violente averse. Et puis ensuite, les deux hommes se sont isolés pour échanger. Voilà, ça s'appelle la magie du cinéma, le retour. Une poignée de main. Et cette fois-ci, cette image dont parlait Alain Bergogneau, nouvelle, historique elle aussi, puisque les femmes, les premières dames étaient sur le perron de l'Élysée. Elles se sont saluées et Nicolas Sarkozy a quitté l'Élysée après ce quinquennat, main dans la main avec Carla Bruni. C'est effectivement une image étonnante. Et les applaudissements. Voilà, tout autour, ce bruit. Et la garde républicaine. Voilà pour cette image de Nicolas Sarkozy. Je voulais vous remercier. Merci à Denis Jean Bart. Merci à Jean-Daniel Lévy, merci à Roland Quérol et merci à Alain Bergogneau. Je vous représente ce livre, Le socialisme à l'épreuve du capitalisme. Je le remontre parce que c'est un sujet qui va, je pense, animer, peut-être même, les discussions qui ont lieu en ce moment même avec Angela Merkel à Berlin. On a passé une journée entière avec François Hollande pour cette passation de pouvoir historique. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle cette dernière information importante, c'est Jean-Marc Ayrault, Alain Bergogneau, ça ne nous a pas échappé, qui est officiellement
maintenant désigné Premier ministre. Il sera le Premier ministre de François Hollande. Et puis Pierre-René Lemas, qui est le secrétaire général de l'Élysée. Puis on aura le temps évidemment demain, dans nos éditions, de découvrir peut-être enfin la composition du gouvernement, ce qui va accompagner Jean-Marc Ayrault. Merci de nous suivre. Bonne soirée à tous. Vous étiez en direct sur les chaînes parlementaires. Restez avec nous, évidemment, pour la suite de nos programmes.